Bonjour à tous, merci pour votre présence sur la première session de la journée. C'est toujours pas forcément évident de pouvoir être à l'heure. Donc là, on va parler d'intelligence artificielle, mais pas tellement de ce que ça peut faire, de ce que ça sait faire ou comment ça marche. Plutôt parler des problématiques un petit peu sous-jacentes avec finalement la contractualisation en sous-traitance. Des projets en IA. Alors, double titre, j'avais mis un cauchemar inextricable ou alors une équation sans solution, etc. On va voir les problématiques et puis tenter de proposer quelques petites solutions pour avancer. Alors, le slide, le slide obligatoire, qu'est-ce que l'IA? Vous l'avez vu 1000 fois. Mais c'est juste pour replacer le débat. Donc intelligence artificielle, tout ce qui est finalement machine, en tout cas de notre point de vue, de mon point de vue, ça engage que moi, mais j'ai pas le retour de la presse. Voilà. Petit problème technique. Hop. Et... Bon, du coup, j'en profite, je me présente. Je suis Jean-Paul Muller. Je suis Global Practice Manager d'intelligence artificielle pour le groupe Inetum. Voilà, c'était les 15 secondes de pub. Non. Ouais, voilà, super. Merci. Donc, le slide, vous l'avez vu 1000 fois. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est juste pour repositionner le périmètre. On entend par intelligence artificielle tout ce qui est lié à la machine apprenante. Aujourd'hui, on parle principalement du deep learning, parce qu'il y en a un peu partout quand même dans les l'IA moderne, entre guillemets. On se pose la question de qu'est-ce qu'il y aura après. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux sujets qui sont vraiment des projets qui intègrent des problématiques de machine apprenante, principalement autour du deep learning. Et donc, il y a deux cas de figure par rapport à ça. Il y a ce que moi j'appelle le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, le use case nous permet de consommer des API, des services dans lesquels derrière il y a des modèles, il y a des IA qui sont pré-entraînés, pré-packagés, APIsés. Et puis, il faut, dans ce cas-là, que ça corresponde parfaitement à mon besoin, et puis parfaitement aussi à ma problématique de budget en OPEX, puisqu'on n'est pas, dans ce cas-là, on doit aller consommer des services dans le temps. Et attention, juste dans ce cas-là, la réutilisation de certains modèles qui sont proposés sur étagère en cognitive services ou alors par des solutions tierces. Il faut être très vigilant sur l'utilisabilité de ces modèles qui ont été entraînés, qui essayent d'être le plus généraliste possible, mais qui sont en général à destination d'un use case bien précis. Donc pour pouvoir les utiliser, c'est de loin le plus pratique, mais il faut que ça nous aille bien, exactement comme en fait, une chemise ou une robe, le prêt-à-porter, faut que ça fit, on va dire, par rapport à notre gabarit. En opposition, il y a les projets sur mesure. C'est assez classique. C'est-à-dire que lorsque on n'a pas pu trouver chaussure à son pied par rapport au cas d'utilisation, on va peut-être répondre avec un projet sur mesure. Et ce projet sur mesure, d'un point de vue IA, c'est l'entraînement spécifique d'un modèle dans le contexte de use case. C'est là-dessus qu'on va évidemment se focaliser ce matin. Donc, on va parler des projets qui nécessitent des entraînements de modèles sur mesure pour répondre à un use case métier. Petit rappel, parce que c'est important pour comprendre la problématique contractuelle. Il y a 5 grands types d'apprentissage. L'apprentissage non supervisé. Je vais considérer que tout le monde est un peu au fait des problématiques d'IA et comment ça marche. Je ne vais pas refaire du tout un cours, entre guillemets. Donc l'apprentissage non supervisé, c'est globalement principalement le clustering, c'est-à-dire qu'on va me donner des données, des datas non connues et non labellisées à un modèle d'IA, et on va lui demander de faire des groupes par similarité. Similarité mathématique, similarité générale, pour que derrière, peut-être, on puisse détecter des choses, regrouper des choses qui n'étaient pas forcément évidentes à regrouper au départ, et donc qui vont nous donner des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Voilà. Mais intrinsèquement, on n'est pas certain que les regroupements qui vont être faits par ce genre de modèle vont être pertinents. Ensuite, l'apprentissage non supervisé.
C'est, on va dire, quand même le gros de l'usage de l'IA aujourd'hui. Apprentissage supervisé, on va devoir labelliser les datasets dans un esprit et dans une, on va dire, dans un objectif bien précis qui correspond au use case. Et là se posera la question, on va voir, en fait, des données disponibles et que la performance du modèle est intrinsèquement liée à ce qu'on lui donne à manger, entre guillemets, c'est-à-dire avec la manière et pas tellement la manière dont avec laquelle comment on l'entraîne, mais plutôt ce avec quoi on l'entraîne. L'apprentissage par renforcement, c'est moins déployé, on va dire. C'est un petit peu plus compliqué, ça sert que dans certains cas. Moi, je parle de domptage numérique, parce que c'est exactement ça, hein, le principe. C'est qu'on va donner un modèle, on veut lui faire un truc, mais le modèle ne sait pas ce que c'est. Et on n'a aucun moyen de lui donner des règles de gestion, puisque le principe, c'est justement que le système apprenne par lui-même. Donc, on va lui donner des rewards, positifs ou négatifs, exactement comme quand on fait avec un animal, quand on veut lui faire quelque chose. On va lui donner une friandise quand il arrive à faire un truc, et puis on va éventuellement le punir ou ne rien faire quand il ne fait pas ce qu'on veut. Et puis l'animal, il teste des trucs, il fait des trucs, et puis de temps en temps, hop, il a un petit truc à manger. Donc au bout d'un moment, il se dit, ah c'est marrant, parce que quand je fais ce truc-là, j'ai un truc à manger. C'est un peu c'est le principe de l'apprentissage par renforcement qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est déplacement autonome et puis tout ce qui est planification, optimisation de planification. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas idée, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir y arriver. C'est un peu le fond de la problématique de ce matin. Entre les deux, pour information, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches académiques sur l'entre-deux. L'apprentissage supervisé, c'est assez pénible parce qu'il y a une grosse phase de préparation de données. La labellisation, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est souvent onéreux quand on n'a pas déjà les datas qui sont prêtes. Et donc, on essaye de s'inspirer des principes de non supervisé, puisque avec le non supervisé, hop, on démarre tout de suite, ce qui est assez pratique, pour l'appliquer sur l'apprentissage supervisé. Mais ça, c'est encore, on va dire, du domaine académique. Ça n'a pas encore des grandes applications dans le monde business. Et puis au-dessus de tout ça, il y a l'apprentissage par transfert. Et alors là, c'est sur le principe cognitif humain que quelqu'un qui a fait 10 ans de guitare, si on lui met une basse dans les mains, il va plutôt bien se débrouiller par rapport à quelqu'un qui n'a jamais touché ni la basse ni la guitare. Donc on va reprendre, on ne va pas démarrer de zéro pour l'apprentissage, on va prendre des modèles qui sont déjà préentraînés pour accélérer l'apprentissage. Seulement on se pose la question aussi là-dessus de qu'est-ce qui va être le meilleur modèle et est-ce que en prenant un modèle déjà préentraîné, est-ce que je vais vraiment mieux arriver à obtenir ce que je veux dans mon projet. Donc, juste ces rappels pour commencer à toucher du doigt sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Les incertitudes, c'est des choses qui sont intrinsèques en fait au projet d'IA. Si on regarde un tout petit peu pour comprendre les problématiques qui sont liées notamment aux data, prenons un modèle, un classifieur, qui doit classifier, on va dire, des croissants et des pains au raisin. Parce que c'est encore l'heure du petit-déj, on va dire. Et là, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis le pied dans le sujet du pain au chocolat ou de la chocolatine. Bref, on entraîne un modèle, et on a un modèle qui reconnaît bien les croissants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lui met un croissant, une photo de croissant, eh ben, il va bien dire, oui, je suis certain que c'est un croissant. Pour faire ça, il a fallu qu'on l'entraîne avec beaucoup de photos de croissants, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais maintenant, si on entraîne un dataset comme ça, qu'est-ce qui va se passer si on lui met ça comme photo? Ça reste un croissant. Le problème, c'est que c'est un croissant qui ne ressemble pas au croissant, entre guillemets, au départ, avec lequel on a fait l'entraînement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable qu'à cause de la forme plutôt, on va dire, disque du croissant, il va faire une prédiction qui sera mauvaise, parce qu'il n'aura jamais vu ce type de croissant. Donc là, on met le doigt sur un problème de diversité. Et donc, il suffit, quelque part, de rajouter ce croissant au dataset pour que le système reconnaisse bien le croissant, le nouveau croissant en forme de croissant. Sauf que si on fait ça et qu'on met ça, c'est sûr et certain, le système va faire une mauvaise prédiction. Va faire une mauvaise prédiction, parce qu'il n'a jamais vu un croissant dans ce type-là, et que
on a un problème de représentativité au niveau du dataset. Donc en fait, c'était juste une illustration pour introduire les problématiques d'incertitude qui sont intrinsèquement liées aux data avec lesquelles on va entraîner le modèle. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas du tout parlé du modèle. On s'en fout du modèle. Le modèle, ça peut être n'importe quel type de modèle. Ça peut être un fully connected, ça peut être un SSD Inception. C'est des modèles qui marchent très très bien. C'est des modèles qui donnent des très bons résultats. Mais en fonction de ce qu'on va lui donner, entre guillemets, à manger, eh ben, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Donc, le sujet de la data, l'incertitude en termes de résultats, de ce que je peux obtenir comme résultat et de performance par rapport à mon IA, va être intrinsèquement lié, en premier lieu, aux données. Et en premier, au volume. On peut dire ce qu'on veut, n'empêche que avoir beaucoup de volume, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout parce que le principal problème qu'on a aujourd'hui en ce moment, et on le voit, on voit des articles partout dans la presse, l'IA est raciste, l'IA fait ceci, l'IA fait ça. Non, l'IA, il n'y a rien du tout. L'IA, elle marche très très bien. Le problème, c'est comment elle a été entraînée. La diversité, extrêmement important et très compliqué. Quand on lance un projet sur lequel on a besoin de faire un entraînement spécifique, il faut qu'on se projette dans l'intégralité des cas d'inférence, c'est-à-dire en production, quels vont être les cas que je vais rencontrer. Et l'exemple du classifieur sur les croissants, il paraît bête, mais c'est vrai qu'au départ, si on oublie qu'il y a deux formes de croissants, plus peut-être des croissants même qui se regroupent, enfin qui dans les deux queues, on va dire, se regroupent, et qui ressemblent alors fondamentalement à un pain en raisin sans les petits raisins. Bon. C'est bête comme exemple, mais c'est super important, parce qu'on a vite fait d'oublier des cas. Parce que c'est compliqué, en fait, de projeter tous les cas de figure. Alors, dans des approches industrielles, des choses comme ça, où plus le modèle va être borné, plus il va être structuré dans les conditions d'inférence. Prenons une chaîne de production sur laquelle on va faire des détections de défauts. On est dans des cas relativement simples. On sait que c'est toujours la même pièce, qu'elle est présentée toujours de la même manière, etc., etc. Et là, déjà, il peut y avoir des petites difficultés auxquelles on ne pense pas. L'éclairage va être hyper important aussi, etc., etc. Bon, bref, on reviendra là-dessus sur les problèmes d'incertitude aussi qui sont liés au contexte de production. La diversité ne fait pas tout, il faut la représentativité. C'est-à-dire que si on met 2-3 éléments d'une classe vis-à-vis de 500 000 autres éléments d'une autre classe, la classe est sous-représentée, mais le modèle ne marchera pas. Donc c'est ultra, ultra, ultra important. Et puis, il y a ce fameux environnement de capture. Je vais revenir dessus parce que c'est clé. Nous, on porte l'idée que ce n'est pas la peine de faire des POC d'IA en lab. Ça ne sert à rien parce que ça marchera toujours ou pas. Mais de toute façon, quand on se positionnera dans les conditions de production, il y a 99,9% de chances que ça ne marche plus. C'est surtout ça, le problème. Et puis bon, vient maintenant de plus en plus les sujets d'éthique par rapport aux data. L'éthique de l'IA, je vous le dis ce matin, il n'y a pas d'éthique de l'IA, il y a des éthiques de la data. Un modèle de réseau de neurones n'a aucune éthique. Ça n'existe pas. C'est la manière dont surtout, encore une fois, la donnée avec laquelle on va l'entraîner qui fera qu'on pourra se poser les questions de l'éthique de l'IA. C'est pas tout. On a des incertitudes liées aux algorithmes. Les algorithmes en tant que tels, lequel prendre? Il y en a des centaines et des centaines. Et je ne parle pas des réseaux sur étagère ou des modèles sur étagère qui sont pré-entraînés. Je vous parle de la disponibilité qui nous vient du monde académique, de structures, de modèles plus complexes les uns que les autres, plus adaptés à certaines conditions les uns que les autres. Et il y en a des centaines et des centaines. Et le gros sujet, c'est est-ce que, pour répondre au use case, je vais prendre le bon? J'en sais trop rien. Donc en fait, on va être très dépendant à ce moment-là de l'expérience de l'ingénieur IA, on va dire, ou data scientist. Lui, il connaît un certain nombre de modèles. Mécaniquement, il ne peut pas connaître tous les modèles qui existent. Et donc, il a fait 2-3 projets avant. Il a systématiquement utilisé XGBoost, ou l'IGBM, parce que c'est ceux qui marchent le mieux. Puis on dit, pour du use case, pas de problème. On va utiliser ça et puis ça va donner des bons résultats. Pourquoi pas? Mais qui sait? Et puis en plus, même si on dit ouais, XGBoost, ça marche plutôt pas mal, il n'y a aucune raison d'être certain d'arriver spontanément, on va dire, au démarrage d'un projet,
arriver à ce qu'on veut à la fin, puisque on n'est pas sûr avec les datas et on n'est pas sûr que ce soit le bon algorithme. Et puis, c'est pas fini. Quand est-ce qu'on s'arrête d'entraîner? Est-ce que si je fais une autre époque, ça va améliorer vraiment le truc? Et si je change d'autres petits paramètres, hyper-paramètres encore, est-ce que je ne vais pas gratter quelques pourcentages de performance? Et à la fin, on revient sur le transfer learning. Oui, transfer learning, théoriquement, c'est vraiment génialissime. Mais lequel prendre? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un modèle qui a été entraîné pour reconnaître, je vais dire n'importe quoi, des croissants, pour démarrer mon entraînement sur, je vais reprendre mon exemple aussi de chaîne de production, pour reconnaître des défauts sur la production d'un cache-fourche sur une moto, par exemple. Voilà. C'est pas si évident que ça. Donc, incertitude. Et ces incertitudes-là, si on veut les lisser, on va dire, eh ben on va multiplier des essais, et tout ça coûte du temps. Et ça coûte aussi de la machine, ce qui n'est pas négligeable. Puis on a un troisième axe d'incertitude, c'est les incertitudes liées à la validation, qui est fondamentalement un vrai problème en IA. Parce qu'en fait, comment on est certain que finalement, notre modèle il marche tel qu'on voudrait qu'il fonctionne en prod? On n'a d'autres moyens de lui donner un dataset de test, d'imaginer que ce dataset de test est parfaitement représentatif de la prod, quel que soit la vie de la prod. Et puis, il y a ce niveau de délégation. Qu'est-ce qu'on veut en faire de l'IA? Et à quel niveau on souhaite lui donner la délégation de la décision? Est-ce que c'est une aide à la décision? Est-ce qu'on veut automatiser quelque chose? Tout ça n'est pas simple en termes de validation par rapport à une recette informatique classique. Une recette déterministe, c'est ultra facile. On a fait des specs, on prend les specs, on fait un code de recette, on doit avoir A, B quand on met A en entrée. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'il y a une non-conformité, et puis on boucle, et puis après, quand c'est fini, ça marche. Voilà. L'IA, malheureusement, ne marche pas comme ça. Et la validation est un vrai sujet. À ce point que, comme on est de plus en plus sur du déploiement, on pense sincèrement qu'il va y avoir des nouveaux métiers de tierces recettes IA applicatives. Enfin, pas applicatif du tout, mais tierces recettes IA qui vont probablement se développer. Ensuite, les conditions de validation, on en revient encore. C'est pas la peine de recéter une IA si on n'est pas exactement dans les conditions d'inférence. Les cas typiques, c'est ce qui se passe, la computer vision extérieure. En fait, si on ne pense pas, par rapport à la position des caméras, la saisonnalité, un truc tout bête, le soleil n'est pas au même endroit en mars qu'en novembre. Et les images ne sont pas les mêmes. Et les ombres projetées ne sont pas les mêmes. Et donc, ça fait que ça ne marchera pas en novembre si on n'a fait qu'une recette avec des datas de mars. C'est bête, mais c'est comme ça. Et puis ce matin, là, il y a eu un moment, pendant 1 heure, il y a eu du brouillard. Si on prend ça en compte, c'est pareil, c'est mort. Donc les conditions de validation doivent être absolument alignées avec les conditions d'inférence sur la totalité du périmètre, évidemment. C'est pour ça que, pareil, si on peut l'anticiper, ce n'est pas la peine de faire un truc en lab si on sait que la caméra va être dehors. Et là, pas la fameuse, mais l'autre sujet, c'est la continuité de validation. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un cas où je dois anticiper le fait que mon environnement va suffisamment bouger pour que je me pose des questions sur du continuous training, c'est-à-dire la nécessité de continuer à entraîner mon modèle au fur et à mesure avec des nouvelles datas qui proviennent de la prod. Bref, toutes ces incertitudes-là, elles vont nous mener à quel genre de risque? Elles vont nous mener à des risques assez basiques. On va croire qu'on a un modèle qui est bon et qui finalement n'est absolument pas bon. On va carrément rien arriver à produire. On va mettre en évidence des évidences. C'est-à-dire que dire un expert, c'était pas la peine d'appeler une IA pour faire ça, parce que de toute façon, moi j'aurais pu le dire, c'est sûr. Alors cela dit, c'est plutôt un bon départ, quelque part. Si une IA, déjà, elle dit les évidences, bon, c'est déjà qu'elle dit pas de conneries, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a les sujets des dérives, voilà. Et puis aussi, il y a parfois des modèles, si on ne les met pas vraiment dans les conditions, on arrive à créer des modèles qui sont impossibles à déployer. Tout ça fait quoi? C'est que c'est pas très grave, finalement, si on veut bien. Il y a juste qu'on a perdu du temps et de l'argent. Et ça, par contre, c'est un peu embêtant. En résumé, quand on fait de l'IA, on est mécaniquement pas sûr d'y arriver. Et contrairement à de l'informatique déterministe, ce n'est pas qu'un problème de compétences. On peut avoir le meilleur data scientist du monde, on peut avoir la meilleure équipe du monde. On a un use case sur lequel on se dit, ouais,
il y a moyen probablement qu'un système avec des modèles, etc., puisse répondre, eh ben peut-être qu'on n'y arrivera quand même pas. Si on regarde maintenant les typologies de projets, la fameuse sous-traitance, je vais vous donner des évidences, mais bon, l'idée c'est de se remettre en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la régie, hein, on met à disposition de l'expertise, facturation mensuelle et outrepassée, voilà. Au niveau budget, on passe du temps, puis on essaye de voir ce qui se passe. On a le time boxing. Time boxing, c'est en fait, on accepte déjà à ce moment-là l'incertitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain d'y arriver. Et du coup, on se dit, on va passer au max ce temps-là, une semaine, un mois. Et puis, dedans, on va essayer de faire ça, ça, ça. Et au bout d'un mois, on regarde exactement ce qui se passe et on fait un bilan. Ce qu'on est arrivé à faire, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, pourquoi on n'est pas arrivé à le faire, et est-ce que ça vaut le coup de continuer. Et puis, dernier point, c'est le forfait, hein, c'est le sujet d'engagement, hein, la plupart des projets sont comme ça. Donc, un périmètre spécifique, une date et un budget. Vous aurez votre salle de bain refaite à neuf pour le 12 pour 10 000 €. Vous savez, ça marche comme ça dans la vraie vie. Hein. Voilà. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. Parce que j'ai appuyé sur échappe. Attendez, bougez pas. Hop. Faut pas changer de bouton. Est-ce que ça revient? Yes. Tac, tac, tac. Donc, voilà, l'effet. Attention. Attention. Enfin, attention. C'est là qu'il y a le problème. Il y a le problème, ce que j'appelle le triangle des Bermudes des projets d'IA. Dans un projet logique, on a un use case. Si on se lance, c'est qu'on a l'assurance quand même d'avoir un ROI. On regarde la faisabilité et on a confiance dans la faisabilité. Et du coup, hop, on se lance dans le projet, on fait des beaux Gantt, on fait des trucs, du DevOps, etc., etc. Et à la fin, hop, on a le projet. Tout le monde est content, c'est on time, on budget. Voilà, ça marche toujours comme ça, les projets. Tous, ils fonctionnent comme ça. Et, bon bref, et n'empêche que c'est faisable. Alors que, maintenant qu'avec l'IA, on injecte les incertitudes au niveau de la faisabilité et donc au niveau de la réalisation du projet, on a donc un problème. Et ce problème, c'est ce fameux triangle des Bermudes. C'est-à-dire que pour être certain d'avoir des budgets, au départ, côté métier, il faut être certain d'avoir un ROI. Très bien. Mais pour être certain d'avoir le ROI, il faut être certain de la faisabilité. Sauf que le sous-traitant, lui, dit « Ah, mais attendez, parce que moi, pour être certain que je vais pouvoir faire votre truc, il me faut du budget. Parce qu'il faut déjà qu'on avance ensemble, etc. » Et donc là, ça peut tourner en boucle des années. Hein. Tant qu'il n'y en a pas un, finalement, qui engage le combat de titan. L'engagement de résultat, le périmètre, le budget, le temps, versus les incertitudes. Imaginez, je reprends ma salle de bain. Imaginez votre plombier, il vous dit, bon, votre salle de bain là, ouais. À mon avis, c'est faisable. Bon. Alors par contre, on va faire des essais, parce que je ne suis pas certain de pouvoir y arriver. Et donc du coup, je ne peux pas trop vous dire combien ça va coûter. Alors, on peut peut-être commencer avec, je ne sais pas, je viens et puis vous me payez au temps passé. Et puis on va essayer de gratter un peu. Je verrai si je peux faire de la pression, on verra si je peux installer la douche. Du coup, je ne peux pas trop vous dire quand est-ce que ça sera fini parce que je ne suis pas certain que ça soit fini. C'est exactement ce qui se passe, en fait, pour de vrai, si on veut bien être un peu honnête. Donc quoi? Côté client, est-ce qu'on se lance dans une dépense en espérant avoir des résultats? Ou côté sous-traitant, est-ce qu'on se lance dans un engagement en espérant aboutir à des résultats? En fait, c'est ça le problème. Voilà. Alors du coup, maintenant que j'ai mis tous les problèmes sur la table, on va essayer d'apporter quelques petites astuces, des retours d'expérience, des choses comme ça. 3 points, 3 axes. Affiner en amont, faire des tentatives à moindre coût, c'est un peu la clé, et se mettre absolument dans les conditions réelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire affiner en amont? Alors, affiner en amont, 4 idées. L'idée, c'est de travailler vraiment main dans la main avec les métiers
ou celui qui a le besoin, pour essayer de réduire le besoin tel qu'il est exprimé en périmètre dit unitaire. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, les besoins en IA, enfin, sur lesquels on pourrait répondre avec de l'IA, sont, on va dire, trop généralistes. Et une chose est sûre, quand on fait de l'IA, il vaut mieux créer 3 modèles spécifiques qui ne savent faire qu'une tâche bien précise que de tenter de faire un modèle qui sait faire les 3 tâches qui sont précédemment citées. Plus le modèle est généraliste, plus c'est compliqué à le faire, à le maintenir, à l'obtenir et à obtenir des bons résultats. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Détection d'éléments unitaires sur un tableau électrique dans une installation industrielle. J'ai besoin de reconnaître tous les éléments. Bon, alors besoin de connaître tous les éléments, ça c'est un modèle très généraliste. Et le deuxième point, c'est aller discuter justement sur les points d'inflexion. C'est, vous voulez vraiment reconnaître tous les éléments? Est-ce que tous les éléments ont la même valeur en termes de l'objectif final, qui est faire gagner du temps à l'opérateur qui est sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas des grandes familles que vous rencontrez? C'est 80-20, c'est du Pareto. Hein. Est-ce que si on se focalise à créer un modèle, par exemple, qui ne reconnaît que ce type de dispositif, et à côté un modèle qui ne sait que reconnaître les écritures qui sont sur les étiquettes, et à côté un modèle qui ne sait que blablabla, mis bout à bout, est-ce que ça correspond effectivement aux besoins? Ben oui, peut-être. Et c'est là, en fait, c'est cette démarche-là qu'il faut faire, parce que en reprenant les éléments modèle par modèle, on va être beaucoup plus en confiance, petit modèle par petit modèle. Et donc, aller faire un pas vers la possibilité d'engagement. Alors que se dire que, oui, je vais vous faire un modèle ou un dispositif qui fait tout d'un coup et qui fait papa-maman, très compliqué. Et l'autre point sur la mesure d'inflexion, c'est la mesure d'inflexion du ROI, c'est-à-dire le seuil. On appelle ça, moi j'appelle ça le seuil à partir du moment où ça ne vaut plus le coup. C'est-à-dire qu'il faut, dans certains cas, arriver à dégrader, entre guillemets, dégrader le besoin initial tel qu'il est exprimé, pour se dire, OK, vous vouliez ça, honnêtement, ça va coûter une blinde, parce que, et encore, on n'est même pas sûr du résultat, parce qu'il va falloir avoir un dataset, que vous savez que vous n'avez pas encore les datas, il va falloir les labelliser, après il faudra faire des entraînements, des machins, etc. La valeur de production de l'inférence, elle ne sera jamais en correspondance avec le temps que vous allez gagner derrière. Et en plus, on va embêter les gens sur le terrain à faire des tentatives qui vont être infructueuses. C'est très très mauvais pour la performance à la fin de l'opération. Donc par contre, si jamais on ne faisait entre guillemets que ça déjà, est-ce que ça permettrait de faire gagner quand même un peu de temps, même si ce n'est pas l'objectif initial? C'est ça la clé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je ne parle quasiment pas d'algorithme. Ce n'est pas ça le problème. Le sujet algorithmique, c'est 10% d'un projet d'IA. Les problèmes, ils sont en amont et en aval. Donc, mesurer le point d'inflexion. Ensuite, on a la disponibilité et le niveau d'industrialisation de la data qui va être utilisé, non pas que pour le training, mais surtout pour l'inférence. On voit, enfin, c'est certain, essayer de s'engager dans un projet dans lequel on sait que les datas qui vont être utilisées pour faire le training, elles ont été assemblées à la main, retravaillées, il y a un truc qui vient de tel workshop du SI, et puis il y a un open source après machin, et puis on reconsolide ça. Et donc le data scientist, pour faire ces datasets, il est obligé de faire telle et telle opération. C'est certain que ça ne marchera pas, parce que en prod, on ne va pas s'amuser à faire des opérations manuelles pour aller préparer les datas, pour aller demander les inférences. Donc il faut s'assurer absolument de la chaîne de production, comment sont produites les datas, d'où elles viennent et comment elles sont. Et encore une fois, je reviens sur mon histoire de terrain au sens large. Hein. Il faut absolument que les datas soient, on va le voir juste après, elles soient exactement comme ce qu'elles vont être demain en prod. Et puis dernier point, il faut toujours, c'est même pas, là j'insiste, je suis un peu caricatural, mais il faut toujours hybrider la résolution d'un use case. C'est-à-dire quoi hybrider? C'est-à-dire mélanger des approches déterministes avec des approches de modèles. On arrive beaucoup mieux à faire, à répondre à des use cases un peu complexes en essayant, en gardant en tête que de toute façon, un modèle déterministe sera 1000 fois plus performant qu'une IA.
Et pourtant, je suis Global Practice Manager IA. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour descendre l'IA, je suis là pour la promouvoir, mais la promouvoir bien. Donc le discours peut peut-être paraître un peu bizarre, mais bon. Donc oui, les modèles déterministes seront toujours meilleurs. Et ce qui est super intéressant par contre, c'est qu'on a souvent plusieurs moyens d'utiliser de l'IA pour arriver à nos fins, avec tel modèle, ou avec tel autre modèle, avec un classifieur, ou alors arriver avec une régression, etc. Le truc, c'est que si on y arrive à avoir des résultats moyens avec chacun de ces modèles, il ne faut pas tout béner en disant bah voilà, on n'a pas réussi, on n'est qu'à 78% avec la régression, on a un classifieur qui marche à peine à 80%. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'au moins 95, 96 pour pouvoir prendre une décision, etc. Et bien très bien. Prenez tous les modèles qui ont été entraînés, vous mettez des règles déterministes de confrontation des résultats de modèles, et vous arrivez avec des modèles globaux qui vont vous permettre de répondre aux besoins. Ensuite, si on reprend le long chemin du data scientist, quand il fait un projet d'IA, il y a des cycles. C'est-à-dire que le choix du... création, il a sauté. Bon, désolé. La création du modèle et puis les itérations avec les hyperparamètres, les itérations sur le choix du modèle, les itérations, ça, c'est des cycles courts, entre guillemets, mais qui peuvent entraîner parfois des projets sans trop de résultats pendant plusieurs mois. C'est un souci budgétaire. Et puis il y a des cycles longs, c'est-à-dire qu'en fait on se dit ok, je pars sur un classifieur, on va voir ce que ça donne, et puis on s'aperçoit que ça donne des résultats, oui, bof, moyen, ou pas assez, et on se dit ok, mais j'ai une autre idée, on pourrait peut-être utiliser un système avec des graphes, etc., ok. On repart sur un cycle avec stratégie, autre stratégie, et on va réitérer sur nos histoires de graphes, etc. Cette zone-là, c'est une zone d'automatisation. Et c'est la promesse de l'AutoML. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'AutoML, tout comme tout le monde connaît l'AutoML. La promesse de l'AutoML, c'est de permettre de tester un grand nombre de modèles en parallèle, de manière totalement automatisée. On a du gain de temps, du gain de ressources, même si c'est contre-intuitif. On peut exploiter en fait, les meilleures pratiques en termes de data science parce qu'elles sont implémentées comme telles. Et puis ça, entre guillemets, c'est l'aspect agile de l'approche de l'IA. En tout cas, c'est quoi l'AutoML en quelques mots? C'est assez simple, c'est des blocs. On a des modèles sur étagère, pré-packagés, ils sont prêts à utiliser. Il y en a X, ça dépend des plateformes. Ensuite, on a des positions, enfin des capacités d'intervalle de paramètres. Donc on va faire des ranges. On va dire, voilà, je voudrais tester tel hyperparamètre entre telle valeur et telle valeur. On a des politiques d'arrêt qui permettent en fait, d'arrêter automatiquement des modèles dont le training n'est pas très performant par rapport au modèle d'à côté. Ce qui permet de ne pas entraîner les modèles jusqu'au bout alors qu'on sait très bien qu'ils vont être très mauvais. On a toute l'instanciation, toute la mécanique d'instanciation automatisée de provisionner, de déprovisionning de tous les environnements de training. Et puis, on a tout un tas de visualisations de résultats autour de tout ça. En dessous, si jamais par hasard, alors attention, pas de fausses promesses, hein, ça fonctionne directement et que la plateforme d'AutoML, elle trouve un modèle qui est correct par rapport aux besoins, alors automatiquement, il y a de la paysation. Et puis, dans certains cas, il y a de l'auto-featuring, c'est de plus en plus courant, pour aller préparer les datas et essayer d'automatiser aussi une partie qui est juste avant de la zone d'automatisation que j'ai donnée. Juste pour information, il y a deux grandes catégories. Il y a des plateformes no-code, low-code. Évidemment, Google, Amazon, etc. S'y sont mis, mais il y a d'autres plateformes. Hein. Dataiku, peut-être que vous connaissez, DataRobot, très 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 bien. Et puis il y a des plateformes plutôt en framework qui sont en fait la manipulation. Donc en fait là, on va utiliser du code. Et d'une manière générale, nous on utilise systématiquement ce genre d'approche dans un esprit fast-fail. On a d'ailleurs une offre qui s'appelle Fast-Fail AI. La promesse, c'est de dire, ok, on ne dit pas qu'on va trouver quelque chose plus vite. Ce qu'on dit, c'est que on va se planter plus vite ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'avec le même budget, plutôt que de faire X itérations avec une personne qui fait ça manuellement sur un use case, en fait, là, c'est des cycles,
on peut donner un résultat de tendance. J'ai pas dit qu'on pouvait donner, je dis pas, pardon, je ne dis pas qu'on peut donner un résultat avec un modèle entraîné qui est nickel, etc. Mais on est sur des délais d'une semaine. Donc en fait, on va regarder les datas. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des datas en amont. On regarde les datas, on fait des cycles d'AutoML et on a une tendance. C'est-à-dire que la tendance, c'est on a testé X modèles, on a trouvé la meilleure position. Ce modèle-là va nous donner deux choses. Est-ce qu'on va être optimiste sur la résolution de use case après ou pas? Parce que si l'AutoML il donne vraiment rien, on se dit ouf, en l'état de vos datas aujourd'hui par rapport à ce que vous voulez faire en termes de use case, ça va être un peu chaud. Si on peut être optimiste par rapport à certains résultats d'AutoML, et ça donne en fait des tendances pour aller faire le boulot d'un GIA avec, par contre, cette fois, des frameworks qui nous permettent de faire notre propre AutoML pour aller optimiser de manière beaucoup plus rapide le training de ces modèles-là dans la voie que l'AutoML aura donnée. Dernier point, arriver à se mettre dans des conditions réelles. Ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super simple. Si on prend les 4 catégories de data et qu'on se dit, si jamais j'entraîne un modèle qui n'aura pas les mêmes structures et même la même structure, ça peut arriver, hein, la même structure et les mêmes features. En fait, quand j'irai en prod, entre guillemets, ou quand je voudrais le tester avec des vraies data, ça ne marchera plus. Quand on travaille avec le son, on imagine bien que si vous n'utilisez pas le bon micro, celui-là, j'entraîne un modèle avec un micro qui n'est pas celui qui sera en prod, ni dans les conditions de bruit ambiant, etc., etc., y a toutes les chances que de toute façon le modèle ne sert à rien. Les problèmes de timbre, la déformation, là je bascule en mode voix, et les accents. C'est l'accent pour le speech to text, c'est le cauchemar. Le cauchemar. Pour tout ce qui est langage, évidemment, premier truc, c'est pas la peine d'entraîner un modèle en anglais si on veut faire une inférence en français. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant les transformers, ils sont multilingues. Oui, enfin bon, quand même. Le champ lexical, c'est-à-dire que si vous entraînez un modèle, par exemple de thématisation, du topic modeling, en entraînant sur tout le corpus des productions des siècles des Lumières, et que vous allez regarder le topic modeling, enfin vous voulez faire un topic modeling sur des blocs de commentaires de Twitch, ça ne va pas marcher. Hein, voilà. La taille des textes, hyper important. La taille des textes, c'est-à-dire typiquement le conversationnel, ne s'entraîne pas du tout de la même manière que de l'analyse de texte de type mail ou texte entier. Parce que les textes courts ne sont pas du tout structurés de la même manière. Et en fait, si on entraîne un modèle avec des grands textes, avec un corpus énorme, super bien adapté en champ lexical, etc., et qu'on veut faire du name entity recognition, par exemple, sur des conversations, sur un chatbot, marchera pas. Et puis la ponctuation peut provoquer des gros problèmes, notamment aussi en relation avec, par exemple, le speech to text. Dernier point, l'image. Alors là, c'est le truc le plus évident. Je vous avais donné les exemples avec l'extérieur. Ne pas utiliser la même caméra, ça paraît bête, hein, mais ne pas utiliser la même caméra que ce qu'on aura en production déployée peut provoquer des vrais problèmes. Je parle entre le training et l'inférence. Hein. Peut provoquer des gros problèmes et des pertes terribles de performance. Et puis, l'éclairage, la position, l'état. C'est-à-dire qu'on oublie très vite, quand on est sur des sujets terrain, on oublie le vieillissement et la vétusté ou la saleté. Je reviens sur mes histoires de tableaux électriques. On peut faire des super modèles avec des tableaux électriques qui viennent de Leroy Merlin directement, ils sont nickel les machins, ou des compteurs et des choses comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Si on n'a pas, et là, on est mécaniquement dans un esprit généraliste. Même si on n'a que un type d'objet à reconnaître, il y aura 1000 façons de vieillir en fonction des conditions dans lesquelles il a été pendant les 15 dernières années. Donc si on fait une rapide conclusion, globalement, l'incertitude, c'est l'incertitude. Et on pourra faire ce qu'on veut. On pourra faire ce qu'on veut. De toute façon, c'est pas les projets, c'est pas les besoins concrets de mise en œuvre de l'IA qui vont faire qu'on va changer les fondamentaux et les incertitudes intrinsèques, structurelles, mathématiques
de la manière dont sont construites les IA aujourd'hui. Donc, en fait, il faut faire avec. C'est une super conclusion, hein, mais voilà, essayer de trouver des petits tips pour aller faire que chacun puisse aller faire un pas vers l'autre, un pas vers l'engagement, et puis de l'autre côté, un pas vers quelque part le budget avant même de savoir si on va y arriver. Le cas idéal, en termes de use case, c'est quand il n'y a rien avant. C'est-à-dire quand on ne veut pas remplacer un processus existant, souvent humain, parce que dans ces cas-là, toute petite performance gagnée est un gain de toute façon. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui fait ça, qui fait des faux positifs, des faux négatifs, mais derrière, il y a quand même un opérateur qui va vérifier. Et si on lui permet de gagner un peu de temps dans les cas où ça marche, d'autant qu'en plus, si on est avec un opérateur avec une décision non automatisée, on peut mettre en place rapidement du continuous training. Donc, en fait, là, c'est le cas idéal. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'engager sur le fait que oui, on va en faire gagner quelque chose. On peut même imaginer avoir des contrats qui vont être dans le sens où on va avoir une base et puis un bonus en fonction du temps qu'on va faire gagner. Et puis, du coup, c'est un peu l'objectif de celui qui fait le modèle, à essayer de faire le meilleur modèle possible pour pouvoir faire gagner le plus de temps possible. Quand on est sur un remplacement ou quand on est sur une décision d'automatisation absolue, par exemple, une chaîne de production, je dois détecter les erreurs et automatiquement, il y a un bras qui sort les pièces qui sont défectueuses. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on s'amuse à exploser le nombre de faux positifs. C'est-à-dire les pièces qui vont être sorties alors qu'elles n'avaient pas de défaut, ou les pièces qui sortent avec des défauts parce qu'elles n'ont pas été détectées. Ça veut dire qu'on est un peu dans un mode de remplacement, c'est-à-dire un opérateur humain qui fait un contrôle visuel, d'autant qu'en plus, les défauts tech, en général, ce n'est pas que un défaut. On a souvent des classes, des multiclasses, 7, 8, 12, 15 types de défauts différents. Et si on veut remplacer en fait, l'humain, il faut absolument qu'on détecte tous les défauts, même ceux qu'on ne voit pas souvent. Et là, on se retrouve avec tous les problèmes. Les problèmes de diversité, les problèmes de représentativité, puisque le défaut, celui-là, on le voit 2 fois par an. Et entraîner des choses comme ça dans ces cas-là devient très, très, très compliqué. Alors que théoriquement, on pourrait se dire, oui, une computer vision, on va le faire, etc. On va se lancer dans un POC. Et puis, on va réussir on va juste réussir à dépenser 3 mois, 4 mois de POC, à montrer qu'on peut détecter 2 classes et qu'en fait, ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est les 7 ou les 12 classes qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que quand je dis affiner en amont, c'est vraiment la clé de tout pour qu'on n'aille pas ensemble dans une déception, quoi. Et puis, dernier point, alors ça, je le mets à chaque fois pour toutes les sessions que je fais. Tout ça va beaucoup évoluer, parce que c'est toujours le truc, ça marche pour tout. Parce que c'est vrai, en fait. L'AutoML, c'est un truc, alors ça existe techniquement depuis assez longtemps, mais en termes de déploiement, en termes de disponibilité, c'est quoi? Il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Ouais, on en parlait un tout petit peu, mais maintenant, on peut vraiment l'utiliser pour de vrai dans la vraie vie. Et ça permet, dans certains cas, c'est pas magique, mais dans certains cas, ça permet de faire des choses. D'ailleurs, je ferai une session avec un collègue à iCorp la semaine prochaine, explicitement sur FastFile AI et l'AutoML, pour ceux qui sont peut-être à iCorp. Et puis dernier, alors, même si c'est peut-être bizarre pour une conclusion sur de l'IA, n'oublions pas que, quoi qu'il arrive, les systèmes déterministes restent meilleurs et resteront toujours, toujours, toujours meilleurs que les IA modernes, tant que on n'a pas de révolution au niveau de l'IA moderne. Voilà. Je vous remercie, j'ai dépassé un petit peu. Ah non, c'est bon. 10h15, c'était 10h15, je crois, c'est ça. Peut-être qu'il y a peut-être 1 ou 2 questions que je peux un petit peu en débordement de temps. Sinon, on est au stand E330, c'est de l'autre côté. Si vous voulez venir discuter d'AutoML, de Controd, je sais pas, bref, on est à votre disposition. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Non. À votre disposition. Merci beaucoup.